Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Ah, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Connaître les faiblesses de quelqu'un et refuser de s'en servir ou de les révéler, peut-être est-ce là la marque des affections les plus profondes. Freud ne sait pas très bien ce qui le rattache à Zweig. Sans doute est-ce sa façon de laisser dans son sillage un tremblement et, malgré son inébranlable présence à ses côtés, l'air d'un homme en fuite. Il flotte ainsi dans ces limbes peuplées de connaissances qui ne franchiront jamais le stade de la véritable intimité. Pourtant, leur lien est indéfectible. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait du Sentiment des crépuscules publié chez Robert Laffont. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Clémence Boulouc. Bonjour Alice. Vous publiez Le Sentiment des crépuscules. Nous sommes à Londres en 1938. 3 monstres sacrés du XXe siècle se rencontrent à Londres le temps d'un après-midi du mois de juillet. Il s'agit de Dali, Zweig et Freud. La conversation est tantôt banale, baroque, brillante, tantôt mélancolique et délirante. Dali roule les airs, il a 33 ans, il est déjà célèbre, il est incontrôlable, il parle beaucoup et fort. Freud peine à s'exprimer en raison de son cancer de la gorge. Il a 82 ans, il lui reste à peine 1 an à vivre. Zweig, lui, a 57 ans, il a fini son exil anglais, il est modérément bavard. On parle d'escargots, de la bourgeoisie viennoise, de célébrités, de Hitler et de la mort. Alors Clémence Boulouc, j'ai une première question. Quelle est la part de fiction dans cette rencontre ? Dali, Zweig et Freud se sont-ils vraiment rencontrés ? Alors, Dali, Freud et Zweig se sont véritablement rencontrés, accompagnés aussi d'Anna, de Gala, l'épouse de Dali, et de Edward James, son agent. Le 19 juillet 1938, à 17h15 précisément. La part de fiction existe dans ce livre, mais j'ai aussi énormément fait de recherches pour être bien sûr de trouver un peu le grain de ces moments et d'être au plus précis possible. Alors justement, comment vous avez travaillé ? Est-ce que vous avez travaillé à partir de correspondances, d'archives ? Expliquez-nous un petit peu votre démarche. Tout ça, la correspondance entre Zweig et Freud qui est assez poignante. Les mémoires de Dali dans lesquelles il exprime sa déception de ne pas avoir fait une plus grande impression sur Freud. Et puis les carnets de Zweig qui sont à l'université de New York, à Binghamton, donc dans l'État de New York. Et puis aussi tous leurs écrits aux uns et aux autres pour que tout ce qui est dans le livre est vérifiable, a été dit, pensé à un certain moment, peut-être pas ce jour-là. Mais il y a véritablement une façon d'avoir des sortes de notes de bas de page invisibles, en fait. Peut-être que c'est une déformation professionnelle, parce que comme je suis professeur et chercheur, il y a cette sorte d'authenticité, mais une authenticité qui s'appuie sur des matériaux existants. Donc ils ont chacun écrit sur cette rencontre parce qu'elle était à ce point mémorable ? Alors, Zweig a écrit 3 lignes dans Le Monde d'hier. C'était mémorable, mais en fait, Zweig était extrêmement embarrassé du tour qu'a pris la rencontre. Et il faut savoir que Dali a fait des croquis pendant toute cette rencontre et que Zweig a toujours été incapable de les montrer à Freud parce que Zweig a dit, en fait, Dali avait perçu la mort qui était déjà là en Freud. Et donc, c'est vrai que quand on regarde ces croquis, il y a quelque chose d'un squelette, en fait, déjà dans la façon dont Dali a eu de croquer Freud. Freud, oui, a écrit à Zweig le lendemain pour le remercier de lui avoir présenté ce jeune homme fougueux et ce spécimen de fanatique espagnol, je cite ces mots. Et Freud, qui était assez peu impressionné par les impressionnistes en général, a trouvé il avait une véritable fougue. Et ce qui est, d'une certaine manière, va à rebours de ce qu'on a pensé Dali, parce que Dali était persuadé qu'en fait, les silences de Freud et cette façon qu'il avait de le regarder voulaient dire qu'il avait été un peu... méprisant peut-être ? Méprisant, ouais. Ou tout à fait distant. Donc c'est aussi cette espèce d'écart entre les réactions des uns et des autres, les mondes intérieurs des uns et des autres que j'ai voulu explorer dans le livre. Est-ce que justement vous avez eu peut-être peur ou des doutes en donnant la parole à des personnes de cet acabit-là ? Ah oui, alors absolument. C'est le mélange entre l'excitation de me dire, mais en fait, personne n'a jamais écrit sur cette rencontre qui est extraordinaire parce qu'elle est plus qu'une rencontre. Enfin, vous savez, parfois des génies peuvent se raconter, faire des listes de courses. Oui, bien sûr, c'est des humains. Et tant mieux. Mais là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un passage du monde d'hier au monde de demain.
Il y a vraiment Freud et Zweig viennent de quitter Vienne, ils sont quasiment en sursis. Freud va mourir 14 mois plus tard, Zweig met fin à ses jours en 1942. Et par contre, Dali, lui, a cet appétit du monde, de l'autopromotion. Il dit d'ailleurs, je participe à la crétinisation du monde puisque ce monde est crétin. Donc si le monde de demain est un monde crétin, alors à ce moment-là, Dali en était le prophète, absolument. Donc il y a quelque chose dans cette rencontre qui est quasiment symbolique. Mais c'est vrai que c'était écrasant d'écrire sur 3, pas 1, 2, mais 3 monstres sacrés. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait tout ce travail de recherche, parce que je ne pouvais pas me permettre d'être approximative et d'insérer, vous voyez ce que disait, pour en reprendre l'expression d'un surréaliste que Freud pourtant n'aimait pas, l'auteur vous balance ses cartes postales. J'ai essayé que ce soit un peu plus que des cartes postales. Donc c'est un roman sur une rencontre, mais c'est aussi un roman sur la relation qu'entretient Freud avec sa fille Anna, qui prend soin de lui. C'est un roman sur la délicatesse, sur les hommes au fond derrière les artistes, derrière les célébrités. Est-ce que vous aviez envie d'humaniser ces mythes ? Oui, absolument. Alors je pense que tous ces hommes de leur vivant ont été érigés comme des statues. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Dali est celui qui, en fait, a fait de lui-même son propre mythe. Oui, c'est vrai. À rebours de Zweig et Freud. Mais Zweig était un écrivain extrêmement... qui avait énormément de succès, ce qui lui a valu des inimitiés féroces. Les gens, en fait, et parfois même les exilés, venaient le voir parce que c'était celui qui vous donnait quelques menus monnaies, enfin, parfois plus que menus, en fait, si vous étiez exilé et donc souvent sans le sou, parce que c'est vrai qu'il y a toute une génération qui, en quittant l'Allemagne, a perdu aussi sa langue de travail. Enfin, un écrivain sans sa langue est peu de choses. Et donc, Zweig, comme il avait cette notoriété internationale, était capable d'aider, en fait, tous ceux qui étaient impécunieux et dans le besoin. Et Freud est devenu, évidemment, le père de la psychanalyse. Mais j'ai vraiment voulu montrer le Freud blessé à la fois par l'exil. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on connaît aussi. Mais le Freud qui porte le deuil éternel de sa fille, Sophie. Donc, c'était la fille préférée de son petit-fils Hans. Donc, Sophie est morte de la grippe espagnole. Hans est mort peu après. Et puis, un Freud qui adorait les chiens et dont la véritable souffrance quand il était à Londres, c'est de ne pas être à côté de son petit chien. Donc, tout ça semble un petit peu accessoire quand on pense à la grandeur du personnage et puis à son legs. Mais c'est vrai que j'ai eu envie, dans les silences des uns et des autres, au cours de cette conversation qui parfois prend un tour un peu, pas mondain, mais de convenance, c'est dans ces moments-là parfois aussi que les dialogues intérieurs ou les murmures intérieurs donnent à chacun son épaisseur. Les romans sur les hommes connus, sur l'histoire et la chronique d'une fin d'un monde, la littérature en est pétrie. Alors quel livre illustre pour vous l'amitié en littérature ? La correspondance entre Stefan Zweig et Joseph Roth. Zweig avait un génie de l'amitié et surtout c'était quelqu'un qui avait un don de l'admiration que je trouve vraiment remarquable. Souvent on pense que les gens qui admirent sont un peu des fans ou qu'il y a quelque chose d'un peu midinette. Mais lui en fait considérait l'amitié comme une façon d'étendre en fait le champ des possibles et puis une sorte de curiosité du monde et puis de fidélité, et c'est une vertu, enfin, je pense. Donc celle-là, et puis pour Les Heures étoilées de l'humanité, sont les 2 livres de Zweig qui sont vraiment des rencontres, non seulement avec les êtres, mais avec le monde. Quel livre vous a fait aimer lire ? Tous. À chaque fois que je réfléchis à cette question, en fait, quand j'étais petite, je voyais les gens autour de moi être heureux quand ils lisaient. Mais maintenant, donc, je suis professeure. Les étudiants, quand ils lisent, quand ils découvrent quelque chose, ils ont un visage qui est beaucoup plus beau que quand ils sont sur leur téléphone en train d'envoyer des messages et de se comparer les uns les autres. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'une ouverture qui se voit sur le visage et je trouvais les gens heureux et beaux. Alors, du coup, il a fallu que je lise tout ce qui me tombait sous les yeux et voilà, donc c'est difficile de dire à quel moment et quel livre. Quel livre vous a fait pleurer ? La promenade au phare, le moment où Lily Briscoe réalise qu'il n'y aura peut-être pas de grande illumination, mais que l'important est ces moments, ces petites allumettes dans le noir. Et donc cette façon à la fois d'être en paix avec le monde et en même temps de trouver la noblesse à chaque instant me fait pleurer en fait à chaque fois. Et je dois dire qu'en fait je l'enseigne et à chaque fois, chaque année, quand je l'enseigne aux étudiants, je les préviens maintenant que je vais pleurer en fait. Ce qui est un peu ridicule, mais c'est vraiment un moment d'immense émotion et une émotion que rien n'abîme. Quel livre vous a fait rire ? Les Valeureux d'Albert Cohen. Vraiment cette
On associe rarement le Cohen au rire, c'est marrant. Mais voilà, Céphalonie, ses oncles qui me rappellent un peu ma famille, mais qui sont vraiment truculents, qui sont face à l'histoire désemparée et qui pensent qu'ils vont aller casser la figure à Hitler et changer le cours du monde. Il y a quelque chose de poignant et d'extrêmement drôle. Et puis aussi les mémoires posthumes de Brás Cubas de Machado de Assis, qui est aussi truculent. C'est les mémoires d'un cadavre qui vous fait le récit d'une vie qu'il aurait dû avoir. Et c'est un privilégié, c'est quelqu'un de la classe dominante du Brésil. Le choc entre les illusions de grandeur et puis une vie assez misérable. Vraiment, c'est un peu comme les snobs de chez Proust. Il y a une ironie qui me fait toujours beaucoup rire. Quel livre vous a mis en colère ? Alors, ce n'est pas un livre, mais c'est un recueil d'articles de Michel Foucault lorsqu'il s'émerveillait et se pâmait sur la révolution iranienne, dans laquelle il projetait absolument tous ses fantasmes, qui lui a fait quand même être le chantre d'une cause plus que mortifère et nauséabonde. J'ai une dernière question. Quel livre aimez-vous offrir ? Dora Bruder de Patrick Modiano et Le Monde d'hier. Tout ça parce que c'est vrai qu'en France, peut-être, ce serait un peu quasiment... c'est pas des livres qui s'offrent en France, mais je vis aux États-Unis et en fait, je suis une sorte de colonne Maurice de ces deux auteurs qui sont paradoxalement assez, c'est intéressant, qui sont assez méconnus. J'étais contente que l'Académie Nobel vienne à mon secours quand Patrick Modiano a eu le prix Nobel parce que donc du coup, ça justifiait mon enthousiasme. En tout cas, ça montrait que je suis pas complètement folle. Et puis Le Monde d'hier, parce que c'est vrai que son actualité ne cesse pas. Et Stefan Zweig est assez peu connu malgré Wes Anderson et Le Grand Hôtel Budapest, mais il n'est pas tout à fait aussi connu qu'il le devrait aux États-Unis, donc c'était un peu ma mission. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Sentiment des crépuscules, publié chez Robert Laffont. Merci Clémence Boulouc. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develay, je suis journaliste au Figaro littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt! Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Ah, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.